Bonjour Richard Miller et bienvenue pour notre toute première émission de la chronique politique Voix de fait. Bonjour. Sur Al-Mouatine TV et Radio. Pour la première émission, nous allons essayer de ne pas être trop sévères et espérons que vous passiez un bon moment parmi nous. Monsieur Richard Miller, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc né à Charleroi le 16 novembre 1954 et vous avez donc 61 ans aujourd'hui. Vous êtes de formation docteur en philosophie de l'Université libre de Bruxelles. Monsieur Miller, comment vous définissez-vous philosophiquement parlant? Écoutez, j'ai toujours mené une double carrière finalement. J'ai toujours été engagé politiquement. Je me suis toujours préoccupé de la chose publique, des relations entre les hommes, les femmes. Et parallèlement à cela, j'ai toujours développé une réflexion philosophique qui fait que, c'est vrai, vous avez raison, je suis docteur en philosophie de l'Université libre de Bruxelles, mais avec une petite particularité. J'ai présenté mon doctorat quand j'avais presque 55 ans. Donc j'ai été étudiant dans les années, fin des années 1970-1980, puis j'ai travaillé pour payer mes études. Quand j'ai terminé mes études de philosophie, je n'avais pas assez d'argent pour entamer directement un doctorat, et j'ai toujours été triste de ça. Et donc, toute ma vie professionnelle, les années ont passé, j'ai tout le temps lu de la philosophie le matin en me levant, en écrivant, en rentrant le soir, etc. Jusqu'à ce que à un certain moment, je devais avoir 50 ans à peu près, j'ai repris contact avec le professeur Kouloubaritsis. Je me suis réinscrit à l'université, j'ai passé mon doctorat, donc tardivement, et j'ai développé toute une réflexion sur la liberté, mais aussi sur le rapport que nous avons à la réalité. En fait, pour le dire en deux mots, je crois que les êtres humains sont libres parce qu'ils ont la possibilité de voir la réalité avec leurs propres yeux. On voit la réalité comme on la crée. Donc en fait, on voit plutôt des images de réalité. On n'est pas condamné à ne voir que cela. Et c'est pour cette raison-là que l'être humain est libre. Et donc, comme j'ai développé cette philosophie de la liberté, et j'ai continué donc politiquement à défendre une réflexion sur la liberté, un projet de liberté, donc je suis libéral. Justement, politiquement parlant, quel est le lien que, selon vous, entre le libéralisme politique et la philosophie? Eh bien, je pense, mais voilà, peut-être que d'autres responsables politiques auront une autre vision, mais moi j'ai le sentiment que si on ne réfléchit pas soi-même à la vie telle qu'on voudrait qu'elle soit pour nos concitoyens, pour les hommes, les femmes, les gens que l'on connaît, si on ne réfléchit pas aux problèmes que les gens vivent, c'est pas facile de vivre en fait. C'est pas facile pour personne. Il y a des tas d'éléments qui font qu'à certains moments, on est confronté à des difficultés, on peut être confronté à un malheur, on peut être confronté à une souffrance, on peut aussi avoir des idées qui ne vont pas avec les idées des autres. Donc tout cela est difficile. C'est la raison pour laquelle je crois que pour être un bon politique, un politique qui porte un projet, il est nécessaire de développer une réflexion, de savoir ce que l'on pense, ce que l'on veut. Et donc, à travers la philosophie, moi, j'ai pu établir des lignes d'action, finalement, des guidelines, comme on dit en anglais, donc des lignes de conduite. Je suis fortement attaché au respect des êtres humains. Vous étiez plutôt dans les lectures marxistes, en fait, pendant votre jeunesse. Comment en êtes-vous, en fait, finalement arrivé à l'adhésion au libéralisme? Eh bien, en fait, c'est d'abord, je l'ai dit tout à l'heure, moi je suis né dans un milieu très très pauvre, donc je suis né dans ce que Marx appelait le lumpenprolétariat de la région de Charleroi. Je suis né dans le milieu ouvrier. J'ai toujours eu cette conscience de la nécessité de se battre pour garantir
plus d'égalité, plus de moyens aux personnes qui, je l'ai dit tout à l'heure, qui souffrent, qui n'ont pas la possibilité de faire tout ce qu'ils ont envie de faire. J'ai passé mes études à l'ULB, j'ai travaillé, j'ai payé mes études en travaillant, et j'avais un professeur qui était un ancien parlementaire communiste, Jacques Nagels, professeur de sciences économiques. Et j'ai passé des examens avec lui, et ça n'a pas très bien été. Et alors, il m'a obligé à lire tout le Capital de Karl Marx pendant les vacances, et je suis repassé en septembre. Et donc je suis un des rares, mais vraiment un des rares encore vivants, non seulement chez les socialistes, mais aussi, à mon avis, chez les libéraux, à avoir lu Marx. Le Capital. Alors je continue à dire que Marx a apporté une réflexion, une pensée importante. On ne met pas Karl Marx, la pensée de Marx comme ça, sur le côté en disant que ça ne vaut rien. Ce n'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a le communisme qui est venu s'ajouter et tout ça. Ça, c'est l'histoire. Et donc, je suis marqué par tout cela. Mais alors arrivent 2 ou 3 événements qui m'ont fait changer un peu d'orientation, je le reconnais. C'est d'abord un voyage en URSS. Moi, je suis allé en URSS à Moscou en 1974. Donc j'étais très jeune, hein, j'avais 20 ans. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, je suis né en 54. Et là, je découvre, c'est avec l'Athénée de Charleroi. Avec l'Athénée de Charleroi, je ne sais pas par quel miracle, ils avaient des relations avec les amitiés belgo-soviétiques, et le voyage de fin d'études se passe à Moscou. On va à Moscou, avec la classe de Réto, et là, on découvre tout d'une fois l'autre face du communisme. On voit une société où les gens sont malheureux, où les gens n'ont rien à dire, où il y a une prostitution incroyable déjà à l'époque chez les jeunes filles. Les gens dans la rue nous abordaient pour nous demander d'aller acheter des choses pour eux dans les magasins parce que eux ne pouvaient pas entrer dans ces magasins-là. Nous, on arrive là-bas en 74, c'est l'époque de la pop musique. Eux n'ont jamais entendu de pop musique, ils sont toujours restés avec les chœurs de l'Armée Rouge. Et donc là, on se dit, ça c'est pas possible, ça c'est il y a quand même quelque chose qui ne va pas dans le communisme. Donc ça m'a marqué. Alors ensuite, il y a un autre événement, c'est quelques temps plus tard, un voyage organisé, c'est plutôt une opération finalement, organisée par plusieurs professeurs de l'ULB, dont Hervé Asquin, Guy Archer, avec la chanteuse John Baez, chanteur de folk song américaine, qui va à la frontière du Cambodge pour montrer que les démocrates ne peuvent pas accepter ce que font les Khmers rouges. Donc, deuxième attaque aussi en règle contre le communisme. Et là, ça, je suis aussi impressionné par cela. Parce que tout d'un coup, je me rends compte que la démocratie est une force. Que la démocratie, c'est pas d'accepter n'importe quoi, que les démocrates sont capables de dire, nous, on refuse, de telles actions, on refuse un pouvoir fort comme celui des Khmers rouges, on refuse ce pouvoir, etc. Et donc ça m'a marqué. Alors le troisième élément qui alors fait que vraiment je deviens libéral dans le fond de moi-même, je vais vous surprendre peut-être, mais c'est la lecture d'un livre de philosophie d'un philosophe allemand, Schelling, qui a écrit en 1809 des recherches sur l'essence de la liberté humaine. Je lis ce livre et je commence à comprendre que la liberté n'est pas ce que... Et je vais le dire rapidement, peut-être ce qu'un libéralisme facile pourrait laisser croire, à savoir que la liberté solutionne tout. C'est pas vrai. La liberté est un pouvoir pour le bien, mais aussi un pouvoir pour le mal. Et il faut être capable, justement, si on veut apporter de vraies réponses, il faut être capable d'encadrer aussi la liberté. Et donc le libéralisme qui est le mien fait confiance à la liberté, mais fait confiance aussi au contrôle démocratique sur la liberté. Monsieur Richard Miller, aujourd'hui, en tant que libéral, le débat public, en fait, a perdu ses grandes idéologies et le politique est devenu de plus en plus, en fait, un pragmatisme
Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est aussi un peu pour ça que je suis libéral aussi, parce que vous m'avez interrogé sur comment j'ai pu passer un peu de, je ne vais pas dire de la gauche à la droite. Moi, je me définis comme étant un libéral de gauche. Et donc, j'ai toujours conservé cette préoccupation sociale forte que j'ai rencontrée chez Louis Michel, par exemple. Ça a été une rencontre pour moi, Louis Michel, ça a été une révélation. Et donc, tout ça s'est fait de cette façon-là. Mais j'en reviens à votre question. Moi, je me sens libéral parce que je continue à porter un idéal de liberté réelle, c'est-à-dire de liberté que je vous donne un exemple. Si on dit à un père de famille que ses enfants ont la liberté de s'inscrire à l'université, c'est très bien, c'est très très bien. Mais il faut encore qu'il ait les moyens que ses enfants s'inscrivent à l'université, ce qui n'est pas le cas dans notre pays. Il y a très très peu d'enfants qui arrivent à l'université. Donc c'est qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas dans le système. Dire à quelqu'un vous êtes libre de vous inscrire à l'université, etc., mais que les gens n'aient pas les moyens de le faire, ça ne va pas. Et donc ce que je recherche, c'est de rendre réel l'exercice des libertés. Et donc il y a encore un idéal. Il y a encore un idéal à atteindre. Et je pense que ma formation politique essaye de porter cet idéal. Je me rends compte qu'il y a d'autres familles politiques qui, effectivement, courent après leur idéal, essayent de le retrouver. Alors je ne vais pas politiser, vous avez dit qu'on serait gentil ce soir, donc je ne vais pas, mais je pense quand même que la gauche, notamment, a un petit problème de ce côté-là. On va de toute façon en parler de la gauche tout à l'heure. Quel est votre regard et votre état d'esprit actuel sur la politique en Belgique? Eh bien, excellente question. Nous avons, en tant que libéraux, en tant que membres du mouvement réformateur, nous sommes les héritiers du Parti réformateur libéral, nous sommes les héritiers du Parti libéral. Je pense que depuis le début des années 80, j'ai commencé à travailler pour Louis Michel en 1982. Et donc, depuis lors, j'ai toujours été associé à la rédaction des programmes du parti. Donc, je les connais bien. Et je peux vous dire que ça fait des années et des années qu'on dit qu'il faut relancer l'économie pour créer des emplois, que c'est ça qui peut assurer, etc., etc. Et nous l'avons toujours indiqué dans nos textes, mais on n'a jamais vraiment eu l'occasion de le faire. Pourquoi ? Parce que dans notre pays, ce sont des gouvernements de coalition. Il faut arriver à avoir une coalition, et la plupart du temps, c'est avec nos amis du Parti socialiste, voire du CDH aujourd'hui, qu'on a participé à des majorités. Alors, ce que nous avons fait ensemble, nous l'avons fait. Je ne vais pas rejeter le passé, il faut assumer. Mais du coup, dans un contexte comme celui-là, j'ai le sentiment que nous n'avons jamais pu vraiment appliquer les recettes que nous portons. Et maintenant, dans une configuration gouvernementale tout à fait inédite, où il y a un parti francophone, le MR, avec 3 partis flamands, nous avons le sentiment que nous ne sommes plus tenus au maillot par nos amis socialistes, et donc pour la première fois, nous avons le sentiment que nous appliquons vraiment nos recettes, nous appliquons notre projet, et je vais être honnête avec vous, je crois que nous sommes pour l'instant occupés d'accomplir le parcours du combattant. Je veux dire quoi par là ? Je veux dire que en 2018-2019, il faudra qu'il y ait des résultats. C'est vraiment, d'abord c'est important pour la population, c'est important pour notre pays, mais du point de vue à partir duquel vous m'interrogez sur notre programme, notre projet, qu'est-ce que je pense de la politique belge actuellement, moi j'ai énormément d'espoir que la politique que l'on va mener va vraiment relancer l'économie, va vraiment créer des emplois, va garantir le financement de la sécurité sociale, va garantir le paiement des pensions. Et donc, je ne vais pas dire que je retiens mon souffle, mais
nous étudions et nous regardons quand même tous les résultats, toutes les analyses économiques et autres de la Banque nationale et d'autres niveaux de l'OCDE, etc. Et en voyant si les méthodes que nous appliquons commencent à donner des résultats. Alors je crois que ce gouvernement qui est inédit, c'est nouveau, ça n'avait jamais existé avant, eh bien ce gouvernement a pris des mesures très rapidement, des mesures fortes, qu'on appelle structurelles, hein, c'est le terme qu'on utilise habituellement, et que déjà, il y a quelques chiffres qui montrent qu'il y a plus d'emplois, il y a moins de faillites, il y a des règles qui ont été modifiées qui permettent de donner plus d'emplois aux jeunes, etc. Donc, je ne dis pas que c'est gagné, mais en tout cas, pour le moment, j'ai l'impression que nous pouvons avoir confiance dans notre projet. Mais c'est le parcours du combattant, et en 2018-2019, il faudra qu'il y ait des résultats. Et je peux dire que si en plus ça a marché, si en plus il y a vraiment des résultats économiques et sociaux importants, alors je souhaite bonne chance aux autres, et notamment aux syndicats. Vous exercez plusieurs mandats officiels, dont celui de sénateur de communauté. Pourriez-vous brièvement nous expliquer quel est le travail du sénateur de communauté ? Écoutez, je vais vous l'expliquer, mais juste depuis quelque temps, je viens de changer. D'accord. Donc, mais voilà. Mais c'est un sénateur de communauté, c'est une invention belge. Donc, il faut être belge pour inventer une affaire pareille. J'étais député wallon, élu au Parlement wallon. Ça, c'était vraiment mon mandat, mon titre parlementaire wallon. Quand on est député wallon, on siège d'office à la Fédération Wallonie-Bruxelles, à Bruxelles, donc Namur, Bruxelles. Et puis, il y a une particularité dans notre Constitution, hein, c'est tout à fait légal. On choisit quelques-uns de ces députés régionaux, communautaires, de la francophonie, etc., pour siéger au Sénat. Et c'est ça, un sénateur de communauté. Cela veut dire que je faisais 3 métiers, mais je n'étais payé qu'une fois. Donc, j'aime autant le dire aussi pour vos auditeurs. Je n'étais payé qu'une fois. Et donc, comme je suis élu à Mons, et donc je partais de Mons le matin, et donc j'ai une spécialité, le triangle que j'appelais le triangle des Bermudes, c'est-à-dire Mons, Namur, Bruxelles, Bruxelles, Mons, Namur, Namur, etc., etc. Je l'ai fait, mais alors peut-être des centaines de fois. Donc je connais toutes les pompes à essence, les gargotes, là où les sandwichs sont bons, voilà. Mais depuis quelque temps, depuis les dernières élections, je me suis présenté sur la liste pour la Chambre, et donc maintenant je siège à la Chambre. Tout à fait. Je suis un des 20 parlementaires francophones qui soutient le gouvernement Charles Michel. Vous êtes également administrateur délégué du Centre Jean Gaulle au sein du mouvement réformateur. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots en quoi consiste le Centre Jean Gaulle ? Bien, d'abord, ça me permet de préciser pour vos auditeurs et spectateurs un élément que les gens n'ont peut-être pas souvent en tête. En fait, on a généralement l'impression que les partis politiques, c'est une bande de magouilleurs qui organisent les trucs entre eux et qui ne pensent qu'à une chose, c'est occuper le plus longtemps possible le pouvoir. En gros, les gens, c'est pas exact, c'est pas tout à fait ça. D'abord, un parti politique, c'est vraiment une machine de réflexion. C'est vraiment une machine où on réfléchit. On étudie les problèmes, on essaye d'apporter les meilleures réponses, on essaye de réformer ce qui ne va pas, de changer, parfois de façon audacieuse, parfois en étant plus prudent, etc. On essaye de convaincre les gens que l'on a le bon projet. C'est pas le pouvoir pour le pouvoir. Le pouvoir, c'est le pouvoir de faire quelque chose. C'est le pouvoir de gouverner, de changer les choses, de se dire, moi, j'examine la situation de notre pays.
La Belgique est un petit pays, mais fort compliqué. Je connais la situation de mon pays. Je vois bien qu'il y a des problèmes au niveau européen. Je vois bien, par exemple, que ce qu'il manque au niveau européen, c'est une réindustrialisation. Alors ça, c'est un beau mot, mais comment faire? Comment faire pour essayer de réindustrialiser l'Europe? On peut travailler au niveau de différentes entreprises qui fonctionnent déjà. Il y a par exemple, je vous donne un exemple, on parle beaucoup d'une défense européenne commune. Très bien. Où vont-ils acheter les armes? Qui va produire les armes? On peut acheter les armes au niveau européen. On va remplacer les F-16 belges. On va les remplacer par quoi? Des avions européens, des avions américains. Tout ça, ce sont des questions. C'est de l'argent public qui sert à acheter cela. Donc il faut faire un choix. Et cet argent-là, est-ce qu'il vaut mieux le mettre, je ne sais pas moi, dans les infrastructures, ou bien est-ce qu'on a vraiment besoin d'acheter des avions? Et si on les achète, comment on le fait? Et comment va-t-on négocier pour que, si on achète tel type d'avion, il y aura des retombées économiques pour des entreprises chez nous? Par exemple, la Sonaca, Charleroi, etc. Donc, moi, je ne connais pas la réponse finale, mais j'ai pris un exemple pour montrer qu'il faut étudier l'élection. Et donc, dans un parti politique, on étudie beaucoup. On étudie beaucoup, et puis on confronte les idées. On part du principe qu'il y a plus de choses à retirer d'un débat entre personnes qui ont des points de vue différents. Et alors, on essaie d'arriver à la meilleure solution. Pour faire tout cela, les partis politiques ont des centres d'études. Le MR a un centre qui s'appelle le centre Jean Gol. C'est le nom de notre ancien président Jean Gol, qui était une figure fort marquante, qui était aussi un intellectuel. Et donc, nous avons ce centre qui a cette occupation d'étudier les dossiers, de préparer des notes pour nos parlementaires, pour nos militants, enfin, etc. Et alors, j'ai été un peu plus loin en tant que responsable, qu'administrateur délégué. J'ai voulu vraiment qu'il y ait une ouverture du centre Jean Gol sur l'extérieur. Et donc d'un côté, il y a tout ce travail de notes, de l'autre côté, on organise des séminaires, des after-work, des débats, etc. On a organisé un débat, je le fais en garantissant la liberté de penser. Je suis un libre exaministe, vous me posiez tout à l'heure la question, je suis un libre exaministe, donc je respecte la pensée de chacun. Et donc, au niveau du mouvement réformateur, je vous donne un exemple, le parti n'est pas favorable au principe d'une allocation universelle, mais comme centre d'études, j'ai organisé un débat sur l'allocation universelle, les pour et les contre étaient présents. Il y avait un libéral qui était pour, Georges-Louis Boucher, il y avait un libéral qui était contre, Corentin de Sales, et alors j'avais un socialiste qui était contre, Marc Goblet. Donc Marc Goblet, le chef du syndicat socialiste, est venu au centre Jean Gol débattre, et ça s'est très très bien passé, on ne s'est pas disputé. Le mouvement réformateur vous a nommé récemment rapporteur principal sur la refonte de la doctrine du parti. Pourriez-vous nous expliquer en quoi consiste cette refonte doctrinale et brièvement, quel en a été l'historique depuis Jean Gol? Eh bien, c'est une magnifique question. Voilà, je vous l'avais dit tout à l'heure, je suis né en 54, ce qui signifie que j'ai l'âge que j'ai. Je l'ai précisé tout à l'heure, j'ai commencé à travailler pour Louis Michel et avec Louis Michel en 1982. J'ai le sentiment d'avoir toujours été associé à la réflexion, à l'écriture des programmes du parti, etc. etc. Alors, je vous passe un peu les détails, je vais à l'essentiel. En 1995, Jean Gol décède, Louis Michel redevient président du parti. Nous sommes dans un moment difficile pour nous, on vient de perdre notre président, nous sommes dans l'opposition, donc c'est pas simple. Et Louis Michel a une idée géniale, il dit, puisque c'est comme ça, la seule façon d'avancer, c'est de mettre tout le monde au travail. Et donc, nous allons réécrire toute la doctrine du parti. Et là, il avance ce qu'on a appelé le libéralisme social. Et donc, on va organiser 2 années de congrès
auquel je participe. Je suis organisateur, je suis chef de cabinet, c'est moi qui m'occupe de l'intendance, mais aussi des textes et tout ça. Et nous avons alors à cette occasion adopté un manifeste d'une vingtaine de pages, intitulé « L'optimisme de la liberté ». Ce sera notre manifeste avec lequel on va travailler pendant des années. On va arriver à 2002. Daniel Ducarme, qui est notre président alors, avance vers la création du mouvement réformateur avec le FDF et avec le MCC. Et nous avons donc un nouveau manifeste qui est la définition de ce qu'est le mouvement réformateur, de ce que sont les libéraux réformateurs, etc., etc. 2002. Et depuis 2002, on n'a plus eu vraiment de manifeste. On a eu une tentative en 2010 avec Didier Reynders, mais comme il y a eu des élections, le processus n'a pas été mené jusqu'au bout. Donc notre manifeste doctrinal adopté, officiel et tout, date de 2002. Olivier Chastel, le président actuel, a alors décidé il a appelé cela une actualisation de la doctrine. Ça veut dire quoi ? Le terme est important. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que actualiser notre doctrine, ce n'est pas la changer de fond en comble. Nous n'avons pas réécrit la vision du libéralisme. C'était pas ça. J'aime bien insister là-dessus. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que nous, au niveau de notre formation politique, nous savons qui nous sommes. On sait qui nous sommes et on sait ce qu'on veut. On n'est pas à la recherche de notre identité. Donc on a un fond de doctrine libérale auquel on n'a pas touché. Seulement, entre 2002 et 2016, il est clair que les choses ont changé. Prendre un exemple, 2008, la crise financière, le printemps arabe, la crise financière, les difficultés de l'Europe. En 2002, l'Europe, c'est le début de l'euro, pas de la coupe de football, hein, l'euro. Et donc, voilà, on est dans un tout autre contexte. En 2016, l'Europe doit faire la démonstration aux citoyens quelle est la bonne réponse et qu'il faut croire dans le projet européen, etc. Donc, on est dans un tout autre contexte. C'est la raison pour laquelle il fallait actualiser tout cela. Alors, Olivier Chastel a lancé toute une opération de démocratie interne impressionnante, puisque nous avons organisé, je connais le chiffre exact, c'est 35 réunions dans les sections du parti. Normalement, il devait y en avoir 36, mais la 36e était prévue le 22 mars. Et étant donné que les attentats, on a supprimé. Alors, j'ai présenté donc, j'étais chargé de faire le rapport de tous ces travaux, je l'ai fait, je l'ai présenté, les bureaux de parti se sont réunis et tout, et la dernière réunion a eu lieu ce matin. Ce matin, nous avons abouti... D'abord, mon texte a été bien reçu, ça me fait vraiment plaisir de le dire. Je n'aurais pas le même sourire ce soir, sinon. Mais il y avait quand même une difficulté, comme toujours en Belgique, l'institutionnel, comment construire l'espace francophone belge, etc., etc. Et nous avons abouti à un accord. Et le texte, s'il est approuvé par le bureau, le bureau du parti jeudi, va retourner dans les sections. Et donc, 2 fois le passage devant les sections. D'accord. Richard Miller, vous allez devoir intensément collaborer avec Georges-Louis Boucher dans le cadre du Centre Jean Gaulle et de ses nouvelles fonctions en tant que délégué général du mouvement réformateur en charge de la prospective et de l'animation. Mais il y a quelque temps, vous déclariez dans un article à dater du 19 avril 2016, paru dans le quotidien La Province, que vous portiez un regard assez sévère sur le comportement de votre jeune successeur. Qu'en est-il aujourd'hui ? Donc d'abord, le jugement sévère, c'est comme on dit, qui aime bien châtie bien. Je vais vous raconter un tout petit peu mon histoire avec Georges-Louis Boucher. Un jour, à Mons, il y a un débat entre Louis Michel, personne que je vais vous dire maintenant, donc voilà. Il y a un débat entre Louis Michel et Jean-Maurice Dehousse. Alors on est dans la salle, etc., et le débat a lieu, et tout. Et à un moment donné, il y a un tout jeune garçon
qui lève la main, qui pose une question à Dehousse. Dehousse, PS, socialiste, répond, et le jeune garçon reprend la parole, et il mouche Dehousse, qui ne sait plus répondre. À la sortie, Louis Michel vient près de moi, et il me dit, ce garçon-là, il faut vraiment que tu ailles le voir, parce qu'il faut qu'il soit avec nous. Et donc, j'ai été trouver Georges Louis, qui n'attendait que ça d'ailleurs, il attendait pour voir si je l'avais bien vu, il était là. Et donc, on a discuté un tout petit peu tous les deux, il n'a pas fallu trouver, mais vous devez bien, pour que vos auditeurs comprennent bien la situation, tout ceci se passe à Mons-Borinage, dans le temple rouge du Parti socialiste rouge de la Wallonie rouge. Donc, qu'un jeune garçon brillant, tout d'un coup, montre son attachement aux idées libérales et accepte de participer à ce combat, c'était une véritable aubaine. Donc, il a été présent sur notre liste, tout jeune, un premier tour, et puis après, à l'élection suivante au communal, moi, étant donné, décidément, je l'aurais dit plusieurs fois ce soir, étant donné que je suis né en 1954, comme vous l'avez dit, je trouve que c'est vraiment parfait d'avoir une jeune figure à lancer dans la ville, je vais encore répéter, dans la ville rouge du Parti socialiste rouge, en Wallonie rouge. Et donc, Georges-Louis Boucher est tête de liste. Oui. Je me mets en queue de liste, comme on dit, et ça marche bien. Je veux dire qu'à Mons, il y a une majorité absolue socialiste depuis Mathusalem, mais c'est une majorité qui se réduit à chaque élection. Et encore, cette fois-ci, ils ont encore diminué. Donc, on se dit qu'un jour ou l'autre, on arrivera à ce qui n'est plus la majorité absolue. Mais voilà, c'est ainsi. Et donc, Georges-Louis Boucher est un garçon brillantissime. C'est un garçon qui a de véritables qualités politiques. Il a des petits défauts aussi, mais ça, bon. Et c'est ainsi que dans la province, j'avais envie de dire, oui, il faut quand même faire un tout petit peu. C'est pas parce que tu es brillant à 98% qu'il faut lâcher les 2 autres pourcents. Et donc, en fait, c'était ça. Mais nous avons depuis lors pris notre place dans l'opposition à Mons. Les libéraux sont restés 36 ans dans l'opposition à Mons, avant que je n'arrive. Avec moi, nous sommes entrés dans la majorité. Mais comme tout le monde le dit, je suis plus rond, je suis plus rondouillard, j'arrive à, voilà, quand même... bon, maintenant, nous sommes dans l'opposition, mais ce sera une opposition qui sera très dure. Nous allons... je pourrais vous dire qu'on va faire une opposition constructive. En général, c'est ce qu'on dit. Moi, je vous dis non, on va faire une opposition très dure. Georges Louis est mon chef de groupe communal. On défendra notre projet et que le meilleur l'emporte. Quand je dis le meilleur, ça veut dire le PS ou nous. Quelles sont vos ambitions justement pour Mons en octobre 2018 ? Mais vous savez, Mons est une ville... Donc moi, je suis originaire de Charleroi. Je suis arrivé à Mons en 1998. J'ai été élu en fin 1999. Donc après 2 années de campagne électorale sur le terrain. En 2000, nous sommes entrés dans la majorité communale après 36 années d'opposition. Donc vis-à-vis de Mons, j'ai fait ce que je devais faire, mais j'ai une dette vis-à-vis de cette ville. C'est cette ville qui m'a élu. Ce sont ces citoyens qui m'ont élu, qui ont fait que j'ai fait une carrière politique active. Et donc, c'est moi qui, en 2002, je crois, fait reconnaître par la communauté française le fait qu'il existe en Wallonie une capitale culturelle, c'est Mons. C'est moi qui fais signer le document ministériel pour le reconnaître. À partir de là, il y a des investissements culturels qui sont réalisés à Mons. Je l'ai fait parce que nous étions en alliance avec Elio Di Rupo. C'est pas moi tout seul qui ai fait ça, bien entendu. Il avait une puissance... je ne vais pas être méchant, il a une puissance qui était réelle. Donc nous avons beaucoup travaillé ensemble pour cette ville. Cette ville
m'a fait ce que je suis, j'ai essayé de le lui rendre. Et donc, l'ambition, c'est d'avoir vraiment un parti socialiste qui n'a plus la majorité absolue et de trouver la possibilité de reconstruire quelque chose au point de vue politique pour cette ville qui est quand même la capitale culturelle de la Wallonie et d'apporter de continuer tout ce qui a été entrepris précédemment, capitale culturelle européenne, etc., tous les travaux que l'on voit dans cette ville, de ne pas laisser ça à l'abandon. Je viens de le dire, le Parti socialiste, et Elio Di Rupo en particulier, représente incontestablement une force à Mons. La ville ne se serait pas transformée de la même façon si il n'y avait pas eu ce bourgmestre. Mais seulement, j'ajoute une chose, un petit détail, mais qui à mes yeux a énormément d'importance. Tout ce qui a été fait de neuf à Mons, alors que rien n'avait été fait pendant les décennies précédentes, c'est durant la majorité PS-MR. Hein. C'est parce que nous y étions aussi. Hein. Donc je ne dis pas que c'est nous qui avons tout fait, mais nous avons notre pain dans ce qui a été réalisé. Et donc ça me fait mal, ça me fait vraiment mal que maintenant ce soit parti dans les mains du CDH. En faisant des recherches sur vos mandats, et notamment via l'application Cumuléo, nous remarquons que vous êtes l'un des rares mandataires parfaitement en ordre dans le cadre de la déclaration de votre patrimoine. La loyauté vis-à-vis du citoyen a-t-elle une priorité pour vous? Et selon vous, devrait-elle être intrinsèque à la fonction politique? Oui. Bon, j'ai été honnête jusqu'à présent, tout ce que je vous ai dit est vrai, donc je ne vais pas commencer à chipoter, à tourner autour du pot. C'est aussi en grande partie grâce à mon excellente secrétaire qui est avec moi depuis bientôt une vingtaine d'années. C'est elle qui veille sur tous mes papiers, qui sait exactement ce que je dois faire, où je dois aller, etc. C'est elle qui savait que je serais ici maintenant. Donc tout cela, elle a une instruction de ma part qui est très simple. C'est qui est de dire tout ce que je dois faire légalement, il faut que ce soit fait. Et voilà, je me rends compte que ça se fait bien. Mais j'ajoute aussi un petit élément à ce que vous avez dit, même sur Cumuléo, j'ai aussi une petite particularité, je ne cumule pas énormément de mandats et tout ça. J'ai toujours eu le sentiment que je veux pas viser mes collègues, il y a rien de méchant dans ce que je dis, mais quand on accepte des mandats qui sont des mandats publics, dans une intercommunale, dans quelque chose qui est financé avec de l'argent public, etc., etc., il faut vraiment avoir le temps de s'en occuper. Prendre des mandats simplement pour recevoir le jeton de présence et ne pas investir son temps et son énergie dans tout cela, ça ne va pas. Or, il se fait que, bon, vous voyez, j'ai déjà quand même pas mal d'activités, j'ai une activité politique intense, j'ai la direction du centre d'études, j'ai continué toujours à écrire de la philosophie, je suis libéral, et ça m'embêtait aussi de ne pas être, de ne pas avoir l'expérience de l'entrepreneur. Moralité, avec un ami, Jean Meurice, j'ai créé ma propre maison d'édition, donc je suis aussi devenu un petit entrepreneur wallon, un petit indépendant wallon courageux. Et donc, voilà. Donc, moi, je préfère savoir que ce que je fais, j'arrive à le maîtriser. Qu'est-ce qui, selon vous, permettrait d'améliorer les choses, notamment au niveau du cumul des mandats? Moi, j'ai un avis personnel. C'est pas écrit dans le programme du MR. Moi, je n'aime pas les mandats extérieurs, et voilà. Je pense que d'abord, il y a la notion de travail, d'énergie, de temps que l'on consacre. Si certains peuvent se consacrer avec leur temps, leur énergie au travail d'une intercommunale et tout ça, tant mieux. Si eux peuvent le faire, tant mieux. Moi, j'ai l'impression que moi, je ne saurais pas le faire. Pourquoi ? Je l'ai dit un peu tantôt en réponse à votre question, parce que depuis toujours, je mêle aussi la lecture, l'écriture et tout ça. Donc voilà, moi, c'est ainsi. Mais au niveau des rémunérations, des rétributions,
moi j'ai plutôt tendance à penser que celui qui a un mandat public, qui est parlementaire, qui est mandataire, qui est parlementaire, il est payé pour faire son boulot public. Et donc, pourquoi devoir encore aller rechercher des moyens de paiement dans d'autres intercommunales ou autres. Je trouve qu'il y a quelque chose qui va pas, qui est un défraiement, un jeton de présence pour défrayer le temps de travail, le parcours, etc. Tout ça, on peut discuter. Mais moi, j'ai plutôt le sentiment que celui qui est financé par un mandat, j'ai un mandat parlementaire, je suis payé comme parlementaire, je ne vois pas pourquoi on devrait encore me repayer pour aller représenter le public dans l'une ou l'autre instance. Mais ça, c'est un point de vue personnel. D'accord. En 2015, vous déclariez dans le quotidien Le Soir mais c'est assez révolutionnaire quand même. Tout à fait. En 2015, vous déclariez dans le quotidien Le Soir qu'il fallait enseigner le vivre ensemble. En effet, depuis 2003, vous souhaitez inclure un cours de citoyenneté commun à tous les élèves dans tous les réseaux d'enseignement. Quel est votre constat par rapport à la mise en place de ce cours de citoyenneté aujourd'hui ? Bien, en fait, je ne suis pas plus malin qu'un autre. Il se fait que, justement, toutes ces questions... C'est d'ailleurs un peu ce que je vous ai répondu tout à l'heure aussi. À mon sens, si on fait de la politique, il faut aussi réfléchir. Il faut aussi réfléchir à ce que l'on veut mettre en place pour aider les gens. Il faut apprendre à connaître les gens, leurs problèmes. Il faut lire des romans. Il faut aller au cinéma. Il faut pouvoir investir aussi la douleur et les difficultés des autres pour se dire, mon projet politique, il va aussi répondre à ces problématiques. Donc, moralité, je me suis toujours j'ai toujours été préoccupé par cela. Et donc, voilà, c'est comme ça, j'ai été un des premiers, début des années 2000, il y en a eu l'un ou l'autre aussi, mais enfin, j'ai été un des premiers à prendre ça vraiment à bras le corps, à me dire, notre système d'organisation des cours de religion et de morale dans l'enseignement, ça ne va plus. Ça ne va plus parce que le problème dans notre société, et on était en 2004 à ce moment-là, fin 2003-2004, le problème, c'est de vraiment réussir à faire vivre ensemble des gens qui viennent de cultures différentes, de convictions différentes, qui s'habillent autrement, qui voient les choses autrement, etc., etc. J'ai dit tout à l'heure l'importance de la vision, de la façon dont on voyait les choses, etc. Et donc, j'ai senti ça très très tôt. Et je me suis dit, ça ne va pas. Au moment où on aborde ce type de problématique, c'est-à-dire le sens de la vie, la connaissance de l'autre, le rapport à autrui, tout ça, qu'est-ce qu'on fait dans le système belge ? On prend les petits-enfants et on les sépare. Et on dit, les petits juifs d'un côté, les petits arabes de l'autre, les petits catholiques, les petits protestants, etc., etc. Donc ça veut dire que tout on donne comme message aux enfants, attention, quand on approche d'une certaine intimité, du sens que l'on donne à la vie, il n'est pas question de mêler les petits mécréants, les petits musulmans, les petits protestants et tout ça, ça ne va pas. Donc très tôt, j'ai senti qu'il fallait autre chose. Et c'est la raison pour laquelle j'ai proposé un cours de philosophie, de citoyenneté, de démocratie, on peut l'appeler comme on veut, mais qui soit commun et obligatoire pour tous les élèves. Obligatoire et commun, et qu'on donne à chacun des enfants, chacune et chacun des élèves, les moyens de réfléchir par lui-même, les moyens de connaître aussi les convictions des autres et d'avoir un peu d'éléments d'information sur ce qu'est, je ne sais pas moi, sur ce qu'est l'islam, sur ce qu'est la religion catholique, sur ce qu'est la laïcité, etc., etc. Et que tous les enfants, alors, donc je me suis battu pendant des années. Ça, je ne suis pas méchant, mais là j'en veux au Parti socialiste, parce que c'est eux qui étaient le principal parti en Fédération Wallonie-Bruxelles pendant toutes ces années. Ils étaient au gouvernement, ils avaient la possibilité de mettre ce cours en place, ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Pourquoi ? Je ne sais pas, mais ils ne l'ont pas fait. Et il y a eu alors un élément important. Donc moi, je me suis tout le temps battu. J'ai utilisé tous les trucs et toutes les ficelles parlementaires pour essayer que mes textes restent quand même dans la course. J'y suis arrivé. Et alors, il y a un moment donné important, c'est des auditions
au Parlement, sous la présidence de Jean-Luc Cruc, qui préside la commission, nous avons entendu des constitutionnalistes, des experts de la Constitution venir nous dire, le système belge n'est même plus légal. Il n'est même plus légal. Pourquoi ? Parce que le cours de morale laïque a évolué vers un cours de morale laïque. Ce n'est donc plus un cours de morale neutre. Et dans le droit international, un État a le droit d'organiser des cours de religion, de conviction dans ses écoles publiques. Il a le droit de le faire à la condition que les parents aient toujours la possibilité de mettre leurs enfants dans un cours neutre. Et en Belgique, ils ont considéré. Donc c'est assez intéressant d'expliquer parce que beaucoup de personnes ont cru que c'était notamment à cause des cours de religion islamique dans les écoles, etc., qu'il y avait des problèmes. Et non, pas du tout. Le problème, il est venu de la morale laïque. Et il a été dit, il faut changer le système. Et pour changer le système, la meilleure chose à faire, c'était de créer un cours pour tous les élèves qui donne des éléments de citoyenneté, de démocratie, de philosophie et tout ça. Et donc, moi, comme je pleure après ce cours-là depuis 2004, c'est comme un papa qui voit arriver, c'est comme un homme qui a espéré être papa pendant toute sa vie et puis qui voit arriver le bébé. Et donc, moi, j'ai trouvé que le bébé était magnifique. Mais il est vrai que dans l'application, il y avait peut-être des choses à redire, mais ça, je laisse au débat parlementaire. Justement, en fait, après les attentats du 22 mars et après le drame que la Belgique, en tout cas, a vécu, mais vraiment avec beaucoup de difficultés. Tout le monde a pleuré ce jour-là, en tout cas, le drame de ces attentats qui étaient très durs, en tout cas. La Belgique, tout le monde, les associations, les politiques, en fait, insistent sur le fait de faire quelque chose qui va dans le sens du vivre ensemble. Et tout le monde encourage, en tout cas, ce travail sur le vivre ensemble. Est-ce que vous avez l'impression que vous n'avez pas été écouté par rapport à vos propositions, en tout cas ? Bon, voilà, maintenant, c'est vrai que je regrette. Si on avait créé ce cours plus tôt, je ne dis pas que ce cours aurait tout solutionné, non, ça ce serait utopique. Mais il y aurait déjà eu toute une génération de jeunes gens et de jeunes filles qui auraient reçu un cours de citoyenneté, de démocratie, de philosophie. Et cette génération-là n'a pas reçu. Or, malheureusement, c'est aussi cette génération-ci qui a été la plus touchée, notamment par des phénomènes de radicalisation, etc., etc. Et c'est donc voilà, j'ai un véritable regret, mais ça ne sert à rien de pleurer sur le lait répandu, comme on dit. Ce qui importe vraiment, c'est de faire maintenant, d'organiser vraiment convenablement une telle éducation dans toutes les écoles, de maintenir toutes les relations possibles que l'on peut développer entre les différentes convictions pour garder ce respect de l'autre, dont tout le monde ressent bien la nécessité. Ça ne fait plaisir à personne ce qui se passe. Alors bon, voilà, il faut maintenant lutter de façon, impitoyable contre le terrorisme et les actes qui sont posés, mais en même temps, il faut donner le maximum de chances pour que la cohésion sociétale puisse se faire. Ça passe par l'éducation, ça passe par de l'information comme la vôtre. Moi, je trouve que, notamment, une chaîne, je ne sais pas si on peut nommer une autre chaîne sur vos antennes, mais je trouve que les chaînes publiques ont aussi une responsabilité par rapport à cela. Et que la diversité culturelle devrait aussi être un peu plus présente sur les écrans. C'est vraiment notre projet, en tout cas nous. Mais je vous félicite, je l'ai dit sans le savoir, mais je vous félicite parce que l'information,
l'éducation, l'explication, et arriver à susciter des projets communs, notamment dans des politiques de quartier, etc., c'est essentiel. Brièvement, pour vous, quelle serait la définition de la citoyenneté active, ce que nous, on prône vraiment au sein d'Al-Mouadine? La citoyenneté active, allez, très, très, très rapidement, d'abord, c'est un travail personnel d'information et de réflexion. Je l'ai dit tantôt en parlant des centres d'études et tout ça. Si on veut avoir une activité citoyenne, il faut aussi connaître, s'informer. Il faut s'informer, il faut savoir ce qui est en question, il faut s'intéresser à la chose publique, il faut s'intéresser à la politique. C'est honteux la façon dont l'image du politique a été détruite. C'est honteux, c'est vraiment épouvantable parce que c'est justement à travers l'intérêt que le citoyen peut avoir pour la chose publique que les choses peuvent avancer. Et ça part parfois de pas grand-chose. Hein. Il suffit d'avoir, par exemple, d'aller à des réunions de quartier. Quand le bourgmestre d'une commune veut faire quelque chose dans la commune et qu'il y a un travail d'information, si on n'est pas d'accord, il faut pouvoir le dire, il faut pouvoir comprendre aussi le projet, etc. Donc, il y a un besoin d'information et de réflexion. Un citoyen... c'est un peu idiot ce que je vais faire, la formule est peut-être un peu facile. Un citoyen, ça ne tombe pas du ciel. Un citoyen, ça se construit. C'est dans le travail. Alors, il faut aussi ressentir en soi la nécessité de s'intéresser aux autres et de s'y intéresser en respectant l'autre aussi, donc en respectant aussi sa différence, ce qui fait sa personnalité aussi, ne pas vouloir écraser tout le monde, voilà, essayer de vouloir travailler un projet commun. Donc pour moi la citoyenneté active, elle se fonde vraiment sur ce travail d'information, de réflexion et de participation. D'accord. Et est-ce selon vous un concept applicable à tous ? Je suis un libéral, hein, donc je suis un optimiste libéral. Moi, je ne vois vraiment pas pourquoi, a priori, une personne serait rejetée. Ça, je ne vois pas. Il y a des gens connaissent des situations qui sont parfois difficiles. On a besoin d'aider, ils ont besoin d'être aidés. Ils ont besoin de pouvoir avoir la chance peut-être de croiser le chemin de quelqu'un qui va les aider. Tout ça, mais vous savez, il y a beaucoup de gens qui s'occupent des autres. Hein. Il y a des associations qui vivent. Il y a des personnes qui sont portées par le besoin vous venez de parler de ces horribles attentats. Je suis membre de la commission d'enquête sur les attentats. Pendant plusieurs semaines, nous avons étudié tout ce qui s'est passé avec les secours. Est-ce que les secours sont arrivés à temps? Est-ce qu'ils ont été bien assez nombreux? Est-ce qu'il y avait assez d'ambulances? Est-ce qu'il y avait des garrots pour aider les blessés? Tout d'un coup, ces gens qui sont soit secouristes, soit membres de la Croix-Rouge, jeunes infirmiers, ou employés simplement la base Aventem, ou employés de métro, etc. Ces personnes ont été portées par quelque chose qui les a amenés à aider les autres. Même si c'était dangereux, parce qu'on craignait une deuxième bombe. D'ailleurs, il y avait une troisième bombe qui a été désamorcée. Eh bien, il y a chez les êtres humains cet intérêt. On parle souvent de la banalité du mal, en référence à ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, le nazisme, etc. La banalisation du mal. Oui, mais il y a aussi une dimension du bien qui est extraordinaire chez l'être humain. Et c'est ça qu'il faut essayer de préserver. Ces secouristes qui dans des conditions épouvantables, alors qu'il y avait un danger d'explosion, alors qu'ils étaient confrontés, même les infirmiers, les ambulanciers, étaient tout d'un coup confrontés à quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. On n'avait pas affaire à un accident civil,
on avait affaire tout d'un coup à un théâtre d'opérations militaires, avec des blessés de guerre, avec des blessures de guerre, des gens, enfin je vais passer les détails. Eh bien, malgré ça, c'est cette force qui nous pousse vers les autres, elle a été magnifique, il faut le reconnaître. Et donc, à votre question, je dirais, personne ne doit être rejeté a priori. D'accord. En 2013, vous avez été vivement critiqué au sein même de votre parti, le mouvement réformateur, pour avoir participé à la rédaction et co-signé une résolution visant à mieux lutter contre l'islamophobie. Le but du texte était, selon vous, de pousser au développement de politiques permettant de lutter contre la problématique de l'islamophobie. Qu'en est-il, selon vous, aujourd'hui ? Selon moi, celles et ceux qui m'ont critiqué avaient raison sur un point. Le texte était mal écrit, mal torché. Il n'expliquait pas suffisamment l'objectif. Et il a donné l'impression que on voulait interdire toute critique de la foi, de la religion, etc. Et qu'on ne pouvait rien dire par rapport... et ça... donc c'est pas moi qui l'avais écrit, ce sont des collègues du Sénat qui avaient écrit le texte, et le soir de Noël, le soir de la dernière séance publique avant Noël, ils m'ont proposé de co-signer, j'ai regardé rapidement, et j'ai co-signé le texte. Donc j'ai le regret de ne pas avoir lu suffisamment attentivement. Mais je ne suis pas occupé de trouver des excuses ni des échappatoires. Je dis que clairement, le texte, j'aurais dû le lire entièrement et je l'aurais probablement amélioré. Ceux qui m'ont critiqué ont eu raison parce que ce n'était pas suffisamment clair. Mais sur le fond, je continue à dire, peut-être que j'aurais été un précurseur malheureusement, je continue à dire qu'il y a un risque aujourd'hui dans notre société, notamment avec tout ce que ces assassins terroristes sont occupés de faire, il y a un risque de voir se dresser une communauté contre l'autre, ou bien un ensemble de personnes contre une communauté spécifique. Et ça, il n'y a rien à faire. Moi, je m'opposerai toujours à l'amalgame. Je m'opposerai toujours à ce que l'on dise la communauté musulmane de Bruxelles ou de Belgique ou d'Europe, etc., porte en elle le poison qui fait que il y a ces actes terroristes, etc., etc. Et c'est contre ça que j'ai voulu m'opposer. Il n'y a pas de raison de rejeter quelqu'un a priori. Chaque être humain, chaque homme, chaque femme a le droit à avoir sa part de liberté et de confiance que l'on peut avoir en elle. Et donc, voilà, ce que j'ai voulu, c'est dire, pas d'amalgame, il ne faut pas il faut pas en vouloir, il ne faut pas attaquer, il ne faut pas cibler une communauté parce que certains commettent des actes qui, eux, sont totalement inacceptables et voilà, et contre lesquels il faut lutter impitoyablement. Alors, selon vous, quelles seraient les clés du mieux vivre ensemble ? Je pense que il faut... J'ai cité tout à l'heure l'information, la réflexion. Je pense que le mieux vivre ensemble, comme je disais tout à l'heure, un citoyen, ça ne tombe pas du ciel. Et le vivre ensemble, ce n'est pas quelque chose que l'on a avec soi comme ça en naissant. Il faut l'enseigner, il faut le travailler, il faut l'apprendre, etc., etc. C'est pas facile. On vient de parler de l'islam, etc. Si je ne connais pas, et que je ne comprends pas pourquoi une telle attitude, je me laisserai plus facilement convaincre qu'il faut se méfier de tous ceux qui sont qui partagent la même conviction que les radicalisés, les terroristes, enfin, etc., etc. Mais non, il faut essayer de réfléchir un peu. Il faut essayer de connaître davantage. L'histoire. Il faut s'intéresser à l'histoire. Nous sommes tous le résultat de l'histoire qui nous a précédés. Et ça explique d'ailleurs beaucoup de choses aussi. Lorsque il y a un débat
entre des personnes de conviction musulmane qui disent la foi doit aussi, la religion doit aussi organiser la cité. Pour des libéraux, pour des Européens, ça, c'est difficilement acceptable. Nous prônons la neutralité. Donc, là, il y a un risque d'affrontement. Mais si on explique aussi aux personnes de conviction musulmane d'où nous venons, nous, Européens, parce qu'il ne faut pas non plus se mentir, hein. Quand on étudie l'histoire, on se rend compte que l'Europe a été le territoire de tous les affrontements les pires de toute l'histoire de l'humanité. Hein. C'est tout le monde qu'on a massacré. On a esclavagisé les Noirs, on a massacré les Juifs, on a été massacré, bon, les croisés, etc. On a connu des massacres épouvantables à Saint-Barthélemy, les catholiques tuant les protestants, etc., etc. Et au fil de notre histoire, on a réussi à mettre en place un système politique qui protège les citoyens, qui protège les gens, et qui protège celles et ceux qui n'ont pas les mêmes convictions. Et on leur dit, on peut vivre ensemble, c'est possible, mais attention, pour qu'on puisse vivre ensemble, il faut qu'il y ait un fond commun de valeurs. Normalement, il doit y avoir le respect de la liberté de l'autre. Si vous n'avez pas le respect de la liberté de l'autre, ça n'ira pas, etc., etc. Tout ça, encore une fois, n'est pas tombé du ciel. Ce sont des acquis qu'on a mis en place et qu'on a pu obtenir parce que nous avons traversé des périodes d'affrontements épouvantables. Et donc, il y a ça en nous, Européens, qui fait que, attention, ne retournons pas en arrière. Donc voilà. Et donc tout ça, ça doit s'expliquer. Ouais. Donc pour y arriver, il faut le travailler. Il faut travailler. Il faut étudier. Là, je me permettrai un petit clin d'œil à Marx, vous qui avez lu Le Capital. Ben, celui qui ne connaît pas l'histoire est condamné à la revivre. Voilà. C'est une belle conclusion. Et vous avez parlé en tout cas d'expliquer à plusieurs reprises. Vous dites qu'il faut expliquer. Je pense que le fait aussi de ne pas assez expliqué, de ne pas mettre en place en tout cas les moyens nécessaires, pédagogiques, interculturels, etc., pour justement pouvoir mieux expliquer, soit mieux faire adhérer l'autre justement à un cadre de référence qui est national, peut-être ensemble, peut quelque part aussi laisser le flou chez l'autre et qui l'empêche justement à ne pas adhérer justement à ce pacte de vivre ensemble, du respect, etc. Et c'est la raison pour laquelle il faut vraiment avoir il faut pas simplement dire il faut le dialogue. Non, il faut créer les conditions du dialogue. Tout à fait. Et justement, selon vous, qu'est-ce que la culture peut apporter comme solution ou soutien au problème de radicalisme chez les jeunes? Je crois. Je vais continuer à parler tout à fait ouvertement. Hein. Tout à fait. Si on voit le résultat de l'histoire, le cheminement de l'histoire européenne, il y a de grands moments culturels qui ont façonné l'esprit européen pour aboutir à la société démocratique qui est la nôtre aujourd'hui. Elle n'est peut-être pas parfaite, mais je trouve qu'elle a quand même beaucoup d'avantages par rapport à certains pays, certaines sociétés patriarcales, etc. Et il y a aussi la problématique des femmes, de l'égalité homme-femme. Dans une démocratie, les femmes ont quand même des droits, des libertés qui ne sont pas négligeables et qui ont aussi été acquis par le combat. Alors, il y a, dans ces grands moments culturels, il y a un élément auquel je reste fort attaché, c'est tout ce qui a trait à un récit, à une mise en récit d'une situation, d'une histoire. C'est cela qui fonde le roman, c'est ça qui fonde le théâtre, c'est ça qui a fondé la grande tragédie grecque, l'opéra, le cinéma aujourd'hui. Il est essentiel d'avoir ça c'est la culture qui permet ça, d'avoir cette capacité de
représentation. Je vais peut-être faire, c'est pas un petit jeu de mots, mais je vais jouer un peu avec les mots. Quand on est confronté à une situation présente, on doit vivre, on doit affronter cette situation. L'art de la représentation, c'est de donner la possibilité de revivre certaines choses, de vivre certaines émotions, etc., mais en pouvant avoir un regard réfléchi, de savoir ce qui se passe, d'essayer de comprendre le récit, la situation, etc. D'ailleurs, tous les peuples ont eu des récits mythologiques, des récits religieux, etc., etc. Donc c'est bien la preuve qu'il y a là une dimension importante pour le vivre ensemble, pour une société, pour une communauté, avoir ces récits. Je crois que la culture doit avoir pour objectif, pour cible principale, d'offrir cela à tous les jeunes, quels qu'ils soient, à toutes les personnes bien entendu, mais si on cible les jeunes, c'est de leur donner cet accès à un art de la représentation. Ça peut être au théâtre, ça peut même être dans les arts plastiques aussi, mais qui leur permettent la faculté de réfléchir, de se retrouver. Et je vais vous dire une chose, un livre, je ne crois pas qu'il y ait des vérités dans les livres. Je ne parle pas de l'aspect religieux, je n'ai pas voulu heurter personne en parlant de ça. Je parle ici des livres de la culture, du roman, des romans, du théâtre, etc. etc. Moi, je ne crois pas aux vérités toutes faites que l'on retrouverait dans tel livre en le lisant, etc. Je vais prendre un exemple occidental, Albert Camus. Prenez Albert Camus, il est présenté comme le grand écrivain, celui qu'il faut lire parce qu'il y aurait une espèce de vérité existentielle, etc., etc. Si vous lisez L'étranger d'Albert Camus, il n'y a pas de morale à tirer de ce livre-là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un type qui prend un revolver et qui, à un moment donné, tue un Arabe sur une plage en Algérie. Il n'y a pas de morale à tirer de ça. Il y a pas, pourtant, alors, quel est l'intérêt? L'intérêt de la culture, à travers les livres, à travers le théâtre, le cinéma, etc., c'est tout d'un coup de vous remettre face à vous-même. C'est ça qui est important. Quand on lit un roman, qu'on suit les émotions des personnages, etc., on se rend compte que ce type d'émotions, on peut aussi les vivre. On les a peut-être vécues. On a aussi peut-être raté des choses. Il y a peut-être des tournants qu'on a mal pris dans la vie. Il y a une espèce de retour sur soi. Et on se retrouve soi-même. Et moi, ça c'est le message que j'essaye de transmettre à travers cette réflexion sur la culture. Ce qui est terrible, c'est qu'en se retrouvant soi-même, on découvre sa propre solitude. On découvre une solitude qui est là, qui est viscérale chez l'être humain. Au bout du compte, on est toujours seul. Mais ce qui est extraordinaire avec la culture, c'est qu'en redécouvrant cela, je redécouvre que tous les autres aussi sont seuls et qu'ils sont comme moi. Et ça veut dire qu'à travers une approche culturelle de ce type-là, c'est vrai que je suis renvoyé à moi-même, comme chacune et chacun de ceux qui liront ce livre, qui iront voir la pièce de théâtre de Samir, etc., tous ces gens-là se retrouvent face à eux-mêmes, mais en faisant ça, ce qu'ils retrouvent, c'est qu'ils partagent, ils ont quelque chose en partage avec l'humanité entière. Et donc, voilà. Donc la culture, à mon avis, est importante parce qu'elle a cette dimension d'universalité qui est présente. Et quand on empêche les jeunes gens, les jeunes filles d'avoir accès à la culture, et je ne vise pas une religion en disant ça, parce qu'on peut aussi avoir un type de société, une société médiatique, qui à force de faire passer des bêtises, empêche un véritable rapport à cette réflexion que je viens d'évoquer. Et donc la culture, pour moi, elle renvoie chacun à lui-même, mais renvoyant chacun à lui-même, ce qu'elle nous fait découvrir, c'est qu'on n'est pas seul, on appartient à l'humanité. Tout à fait. Le gouvernement Michel a mis des moyens très importants pour lutter contre le radicalisme. Est-ce suffisant selon vous pour éradiquer le danger ?
Bon, le danger du radicalisme est un véritable danger, parce que donc je pense que le gouvernement Michel a mis des moyens, et j'en suis fort heureux. Est-ce suffisant? On le verra, mais ce qui est sûr et certain, c'est que le gouvernement Michel prend vraiment à cœur toute cette problématique de la sécurité, de la lutte contre la radicalisation, de la lutte contre le terrorisme à tous les niveaux, etc. Donc il y a la lutte sécuritaire par rapport au terrorisme, mais il y a aussi tout ce qui doit être fait pour lutter contre les phénomènes de radicalisation, mais qui sont multiples. C'est ça aussi la difficulté. Quelqu'un ne se radicalise pas uniquement parce que tout d'un coup il aurait une espèce de révélation religieuse, Dieu m'attend ou Allah m'attend, etc. C'est pas ça. La personne est une personne qui connaît un ensemble de difficultés qui sont de tous ordres. Il peut y avoir des difficultés sociales, mais on voit bien que c'est pas vrai. Les terroristes qui ont tué 250 personnes à Bagdad il y a quelques jours étaient de bonnes familles, avec des moyens, d'argent, il manquait de rien. Certains des terroristes chez nous avaient un emploi, une profession, des moyens. Donc il y a l'aspect social, je crois que ça joue pour différentes personnes, mais il n'y a pas que ça, il y a autre chose. Ça peut aussi être un mal-vivre, une difficulté de vie. Donc, et c'est la raison pour laquelle la lutte contre la radicalisation passe aussi par une réappropriation de soi-même. Et l'identité, et l'identité, c'est ça, une réappropriation de son identité. Et d'arriver à... Et là, comme je le disais tout à l'heure, la culture peut être un élément intéressant et important. Et il faut absolument arriver à développer des actions dans ce domaine-là aussi. Il suffit parfois de pas grand-chose pour que quelqu'un ne bascule pas. Justement, à ce niveau, pensez-vous que la culture constitue un important outil contre les inégalités sociales ? Pensez-vous réellement que la culture soit accessible à tous, que ce soit intellectuellement ou financièrement ? Et donc, je ne pense pas que ce soit un outil. Enfin, si, peut-être aussi un peu, mais je peux prendre mon exemple. Je l'ai dit tout à l'heure. Moi, venant d'un milieu très pauvre, pas beaucoup d'éducation, pas beaucoup d'écoles, enfin de formation scolaire, etc., etc. Moi, je suis un pur produit je vais pas dire de l'assistance publique, ce serait pas gentil pour mes parents qui ont tout le temps travaillé pour moi, mais de l'aide publique. Moi, s'il n'y avait pas eu d'école publique, j'aurais jamais été à l'école. S'il n'y avait pas eu une petite bourse quand j'étais jeune enfant, etc., ben, mes parents, voilà, auraient. Donc, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Il y a des gens qui adorent le football. Moi, j'adore les livres. C'est ainsi. Mais donc, j'ai toujours eu l'habitude d'aller à la bibliothèque publique. Avant que je ne puisse acheter un livre, il fallait du temps. Et donc, si tout cela n'avait pas existé, tout ce que l'autorité publique dans un pays peut mettre au service de celles et ceux qui n'ont pas les mêmes chances au départ, il n'y aurait pas d'escalier social, il n'y aurait pas d'ascenseur social. Voilà. Donc, mais maintenant, donc je crois davantage dans les outils, dans les instruments de l'autorité publique. C'est une mission de l'État. C'est une mission de l'État d'essayer d'assurer le maximum d'égalité des chances. Je sais bien qu'il y a des enfants qui naissent dans des conditions épouvantables, qui dès le départ n'ont pas les chances. Vous avez fait allusion à tout le travail qu'on a fait pour la doctrine du MR. Il y a une soirée qui m'a fort marqué, c'est avec des enseignants. Daniel Baclean était présent, avec des enseignants qui me disaient: votre texte, il est bien,
Mais le problème, c'est que si vous ne parlez pas déjà de tout ce qui concerne la petite enfance, ça ne sert plus à rien. C'est avant 3 ans qu'on voit déjà aujourd'hui les enfants dont la vie est déjà barrée d'un trait. Donc l'autorité publique a une responsabilité vis-à-vis de ça. Et voilà, donc les outils doivent être en place. Il faut financer la sécurité sociale convenablement. Il faut que l'argent aille vraiment là où on en a besoin. Et alors, votre question, la culture. Donc la culture, oui, c'est un outil important, intéressant. Mais je pense pas que ce soit la réponse, la réponse finale. Je crois dans les instruments publics, je crois dans la nécessité d'assurer l'égalité des chances en donnant aussi à tous les enfants la possibilité d'être eux-mêmes. Oui. D'être eux-mêmes. Il y en a pour qui, je l'ai dit tantôt, il y en a qui adorent le football, d'autres aiment les livres, il y en a qui ont de l'or dans les mains, qui sont des menuisiers, qui sont des etc. Voilà, il faut donner une égalité des chances en sachant bien qu'on ne vise pas tous la même chose. D'accord. Alors, une petite question impertinente. Vous arrive-t-il encore de faire vos courses vous-même? Et au hasard, quel est le prix d'un kilo de bananes? Non, là, je suis désolé, mais je ne peux pas manger de bananes. Je vous réponds, je suis vraiment désolé, je ne peux pas. Je dois éviter le sucre et voilà, les bananes, donc je ne peux pas. Une idée de prix? Je sais pas, moi, peut-être de 2 euros, 2,20 €, quelque chose comme ça. On y est. 1,60 €. Ouais, mais ça dépend du magasin aussi. Hein. Exactement. Je dis pas que je vais dans les magasins de riches, mais peut-être que je me suis fait avoir. Mais non, mais c'est vrai que c'est bon, voilà. C'est une question qui revient souvent du peuple. Hein. Est-ce que les politiques font encore leurs courses? Ont-ils encore les pieds sur terre? Oui, eh bien, j'aime bien faire les courses. Je dis pas que c'est toujours moi qui fais, mais j'aime bien faire les courses. Et donc, voilà, je vous réponds oui. J'aime bien. Et alors, quand je suis dans le magasin, mais ça, c'est peut-être aussi parce que j'ai besoin de me reposer aussi un peu le cerveau de temps en temps, un cerveau qui travaille beaucoup, un peu comme un Rubik's Cube, comme ça. Mais en fait, en plus, je me fais avoir par les publicités. Et donc, je peux rentrer à la maison avec un chapeau mauve où il est écrit Milka dessus parce que j'ai acheté tout d'un coup 20 biscuits Milka parce qu'on avait le chapeau gratuit. Donc, des bêtises pareilles, ça, je sais le faire. Mais j'aime bien regarder les produits, j'aime bien regarder la qualité des produits. Je choisis les morceaux de viande que local j'aime. Local, oui, local aussi, oui. Oui, non, je dois vous avouer que je suis un bon client. D'accord. Alors, j'aime bien cuisiner aussi, hein, donc c'est lié. Hein. Oui, c'est lié parce que le choix des produits. Le choix des produits, tout ça. Mon papa était cuisinier. D'accord. Et donc j'ai ce goût pour les bons produits. Le goût, j'ai ça en moi, quoi. Okay. C'est même assez curieux parce que même quand il n'y a rien à la maison, j'arrive quand même à faire quelque chose de bon avec rien. Donc c'est des vrais... Oui. Alors on revient un peu à du plus sérieux. Vous avez écrit de nombreux ouvrages au sujet du mouvement wallon. Existe-t-il encore aujourd'hui un mouvement wallon en tant que tel? Encore une fois, c'est... je pense qu'il n'y a plus de mouvement wallon en tant que tel. Je pense que ça a fait partie d'une époque. J'ai entendu mon jeune collègue de Groen dire que bientôt être flamingant ce serait démodé, désuet, etc. Je crois qu'il n'y a plus vraiment de mouvement wallon. La Wallonie, l'institution wallonne a pris la place ou a été l'aboutissement du mouvement wallon. Il existe des élus wallons directs, j'en ai été un. J'ai mes collègues comme Krug, Géolet, tout ça, qui sont des députés wallons. Il y a une assemblée wallonne, il y a des compétences qui ont été transférées à la Wallonie, des compétences qui sont importantes. Et donc, ça, c'est vraiment l'aboutissement du combat wallon. Maintenant, vous dire que tout ça me satisfait,
Non, parce que nous avons toujours un vrai problème en Wallonie. Mais j'ai dit que je ne serais pas méchant, mais donc voilà, je considère que les dirigeants actuels de la Wallonie n'ont pas la politique qu'il faut. Et que si ça continue, on va en revenir à un mouvement wallon pour essayer de remettre la Wallonie sur pied. D'accord. Quelle est votre vision de la francophonie cette fois-ci? Donc, Al-Mouatin est une radio arabo-francophone. Et donc, on aurait voulu vraiment avoir votre vision de la francophonie aujourd'hui en Belgique. La situation la Belgique, je l'ai dit tantôt, est un petit pays, mais très compliqué. Donc c'est ainsi. On vit dans un ensemble de rouages politiques, institutionnels, avec différents niveaux de pouvoir. Ce n'est vraiment pas simple. Et je pense qu'il va falloir essayer de simplifier tout ce paysage. Alors, beaucoup critiquent l'idée que les francophones n'auraient pas fait comme les Flamands. Les Flamands, eux, ils ont une communauté flamande et tout est dedans, etc., avec toutes les compétences ensemble, que ce soit les compétences régionales, comme vous dites, ou les compétences communautaires, tout est lié. Alors on dit, les francophones, ils ont encore fait plus compliqué, ça ne fonctionne pas, etc., etc. D'accord, mais il faut aussi tenir compte de la réalité. C'est que Bruxelles est territorialement en Flandre, mais que la grande majorité des habitants sont des francophones. Et donc il a fallu trouver un moyen institutionnel compliqué, c'est vrai, compliqué bien entendu, mais au moins les francophones ont des droits qui sont respectés, pas toujours, hein. Bon, dans la périphérie il y a des difficultés, donc c'est par la force des choses, le lien entre les francophones, entre les Wallons francophones et les Bruxellois francophones est absolument fondamental. Il existe la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui est le lieu de rencontre de cette francophonie intra-belge. D'accord, moi j'ai été ministre de la Fédération Wallonie-Bruxelles, parlementaire, nous avons mené des tas de politiques et tout, et donc moi, je mets en garde celles et ceux qui dirigent aujourd'hui la Fédération Wallonie-Bruxelles, si elle ne se ressaisit pas, s'ils ne se ressaisissent pas, il va y avoir des problèmes. Parce que c'est cette fédération que des gens comme Hervé Asquin, Pierre Azette, moi-même quand j'y étais, mais enfin d'autres aussi, ont réussi à faire vivre. À un moment, on parlait même d'aller vers une sorte de nation francophone, comme disait Jean Gaulle. Aujourd'hui, on en est loin. Aujourd'hui, on en est vraiment loin. Les liens francophones entre les citoyens de Wallonie et de Bruxelles se sont considérablement défaits. Les institutions ont aussi l'obligation de créer la cohésion. Et si vous voulez un autre exemple, c'est l'Europe. L'Europe est arrivée à un point aujourd'hui où on se rend compte que les politiques qu'elle a mises en place, qui ont pourtant fait beaucoup de bien au pays, aux citoyens et tout ça, plus personne n'en a connaissance ou n'en a conscience. Et aujourd'hui, celui qui défend le projet européen est quelqu'un qu'on regarde comme si c'était un nostalgique, un vieux fou, un naïf ou quelque chose comme ça. Alors qu'on a besoin de... Comment croire qu'un tout petit pays comme le nôtre pourrait réussir à se préserver dans le monde qui est le nôtre désormais. Et donc, les politiques doivent aussi veiller à des politiques de cohésion entre les citoyens, de faire passer le message. Je crois que la Fédération Wallonie-Bruxelles, depuis ces dernières années, n'a plus été en mesure de créer le lien francophone. Et donc moi, je suis attaché au lien francophone. Je crois qu'il faut maintenir cette émanation entre les régions Wallonie et Bruxelles, mais il y a du chemin à faire. Hein. Pour conclure notre agréable entretien, je vous propose de compléter ces 4 petites phrases. Aujourd'hui, l'homme, avec un grand H, devrait comprendre qu'il fait partie de la nature tout entière. Et il ferait bien de ne pas trop la détruire. Pour vous, Dieu est
Une idée qui peut consoler certains, mais pas moi. Être un homme politique aujourd'hui, c'est... Difficile, c'est dur. La Belgique de demain sera... J'espère que la Belgique de demain sera toujours fédérale, sera toujours un État fédéral avec des entités fédérées fortes qui se respectent les unes des autres au sein d'une Europe qui a retrouvé le dialogue avec ses citoyens. Richard Miller, merci beaucoup pour cet entretien de très haute qualité. Nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.